Depuis 4500 ans, les 3 pyramides de Gizeh dressent fièrement leur silhouette dans le ciel égyptien. On les croyait uniques au monde, jusqu'à ce que des archéologues commencent à fouiller ce site à 8 km de là. Depuis, ils sont convaincus d'avoir trouvé les fondations d'une 4e pyramide, un édifice légendaire encore plus haut et plus majestueux que tous les monuments d'Égypte. C'est peut-être la plus intéressante de toutes les pyramides. On raconte qu'elle aurait été bâtie par un pharaon meurtrier et que sa propre famille l'aurait fait raser. Ses crimes auraient été si ignobles que son frère aurait même cherché à détruire son âme. Assassinat, inceste, folie des grandeurs, vendetta familiale. Aujourd'hui, une équipe d'experts mène l'enquête et tente d'imaginer ce qui était peut-être le plus incroyable monument de l'Égypte ancienne. Armés des techniques du XXIe siècle, ils vont remonter le temps sur plus de 4 millénaires pour retrouver la pyramide oubliée. L'Antiquité a doté l'Égypte d'un patrimoine incomparable. Sur le plateau de Gizeh, 3 pyramides en témoignent. Toutes ont été construites par des pharaons d'une même famille. Le père, le fils et le petit-fils. Khéops, Képhren et Mykérinos, tous représentants de la 4e dynastie, une lignée sans pareille. Pendant 150 ans, elle va être la famille la plus puissante de l'histoire. La 4e dynastie représente la gloire de l'Égypte antique. Pour moi, c'est vraiment un âge d'or. 25 siècles avant Jésus-Christ, la civilisation égyptienne est la plus avancée de son temps. Et la pyramide est le symbole ultime de la puissance du pharaon. C'est son tombeau, son monument. C'est un pont entre lui et la vie éternelle. La construction des pyramides exige tant de précision et de maîtrise qu'aujourd'hui encore nous avons du mal à comprendre leur conception. C'est seulement quand on est près des énormes blocs qui ont servi à construire ces pyramides que l'on comprend l'ampleur de ce qu'ils ont accompli. Rien que pour la pyramide de Khéops, il a fallu 2 300 000 blocs de pierre. Chacun pesait dans les 2 tonnes. C'est pour ça que depuis 4500 ans, on considère les pyramides comme l'une des plus belles réalisations de l'homme. Chaque année, plus de 9 millions de touristes se pressent pour admirer ces 3 pyramides. Pourtant, à seulement 8 km de là, le site d'Abu Rawash est le théâtre de fouilles qui pourrait bien mettre au jour une 4e pyramide, oubliée de tous. Peu de gens viennent ici. En Égypte, il y a des endroits que personne ne connaît. Les visiteurs ne veulent voir qu'une seule chose, la pyramide de Khéops. Les archéologues s'interrogent. Ils pensent que le monument qui se dressait ici date de la même période que la pyramide de Khéops. Il était peut-être même plus haut et plus imposant que sa voisine. Il pourrait s'agir du chef-d'œuvre absolu de l'âge d'or égyptien. Dès qu'on dit pyramide, on pense à la 4e dynastie. Parce que les plus beaux exemples de pyramides, les plus grandes, les plus solides, celles qui ont survécu à l'épreuve du temps, sont celles de cette dynastie. À Abu Rawash, il ne reste que des ruines. Et le site est au cœur d'une zone militaire. Michel Valoggia fait partie des rares privilégiés qui ont accès au site. En 1995, il apprend l'existence des ruines. Depuis, il consacre sa vie au décryptage de leurs secrets. Les rares informations à notre disposition étaient anciennes. Je me suis dit qu'il fallait peut-être tenter une nouvelle approche.
ce qui impliquait évidemment de fouiller la zone. C'est sous haute surveillance que ces fouilles délicates et un peu mystérieuses se déroulent depuis plus de 10 ans. Zahi Hawass, directeur du Conseil suprême des antiquités égyptiennes, a autorisé un groupe d'experts à pénétrer sur le site. Abu Rawash est longtemps resté à l'abri des regards. Il est au beau milieu d'une zone militaire et personne n'y avait accès, à part moi. Le groupe d'experts chargé d'évaluer le site est composé d'égyptologues et d'archéologues venus des 4 coins du monde. Ce qui est passionnant, c'est de se rendre à un endroit dont la plupart des gens ignorent l'existence. Même pour les égyptologues, ce lieu est une énigme. Ils sont une poignée à l'avoir visité. Peu de gens sont autorisés à pénétrer sur ce site. C'est un privilège et un honneur pour nous de pouvoir visiter ce tombeau extraordinaire. Je suis vraiment curieux de découvrir Abu Rawash. Je veux voir la taille du site, à quoi il ressemble, s'il a été achevé. Si l'équipe se rend sur place, c'est pour comprendre quel type de monument a été bâti à cet endroit. Était-ce une pyramide ou un temple? S'agit-il d'un chantier inachevé? Ou dans le cas contraire, l'édifice a-t-il tout simplement été rasé? Mais surtout, pourquoi les anciens ont-ils choisi un lieu aussi inhospitalier? Le professeur Valodja a fait un travail extraordinaire. Il n'y a pas pire endroit pour travailler en Égypte. Il y a du vent, les nuits sont glaciales, c'est difficile. Malgré ces inconvénients, Abu Rawash dispose d'un atout majeur qui lui donne un avantage de taille. C'est déjà une montagne. Pour les bâtisseurs, c'est beaucoup mieux qu'un plateau. Il suffit d'installer la pyramide au sommet. Si les ruines d'Abu Rawash sont bien celles d'une pyramide oubliée, il se pourrait bien que le maître d'œuvre soit un pharaon peu connu, Djedefre. Les rares fragments de son histoire nous le dépeignent comme un dirigeant tyrannique, qui s'est hissé au sommet du pouvoir par le meurtre, et qui à son tour sera assassiné. Il vit et règne pendant une époque sombre et agitée de l'histoire égyptienne. Les premiers historiens ont fait un amalgame dans lequel ils ont tout mis en vrac. Assassinat, inceste et folie des grandeurs, avec tous ces tombeaux gigantesques, car c'était du jamais vu. Tout ça se résumait pour eux à un cocktail d'intrigues sulfureuses. L'enquête autour de cette pyramide montre à quel point il reste des choses à découvrir en Égypte. On s'intéresse à un endroit et tout à coup, une nouvelle porte s'ouvre. Le site d'Abu Rawash est clairement lié à Djedefre. C'est le premier indice qu'une pyramide y a peut-être été construite. On y a découvert de nombreuses représentations du pharaon. Et puis, les pyramides étaient la marque de fabrique de sa famille, une tradition initiée par son grand-père. À 30 km plus au sud, sur le site de Dachour, on trouve 2 édifices exceptionnels. Ils marquent le début d'un cycle de construction monumentale. La pyramide rhomboïdale et la pyramide rouge ont été érigées sur l'ordre de Snéfrou, le grand-père de Djedefre. Ces chantiers engloutiront plus de pierres taillées que ceux entrepris par les autres pharaons. Lorsqu'elles sont achevées vers 2589 avant Jésus-Christ, ces pyramides sont les monuments les plus hauts du monde. Mais Khéops, fils et successeur de Snéfrou, veut faire encore mieux. Il construit la plus grande pyramide de tous les temps. Le chantier est déjà bien engagé lorsque Djedefre, petit-fils de Snéfrou, vient au monde. Il grandit entouré de son aîné, Kawab, de son jeune frère, Képhren, et de sa sœur, Hétépérès. On a oublié à quel point les enfants devaient grandir vite. Le fils du pharaon était destiné à lui succéder.
Donc dès tout petit, surtout quand on était un garçon et le fils d'une des épouses principales, on savait qu'il fallait être prêt à endosser le costume le jour venu. Et on y était entraîné dès le plus jeune âge. Khéops est une figure paternelle terrifiante. Dans la tradition populaire égyptienne, c'est un dirigeant mal aimé et tyrannique, obsédé par sa postérité. On raconte qu'il n'a reculé devant aucun moyen pour se procurer les blocs nécessaires à sa pyramide. Les contemporains de Khéops ont beaucoup écrit sur lui. Il raconte qu'une de ses filles, qui était une prostituée, demandait à chacun de ses amants de lui donner un bloc de pierre pour la pyramide de son père. Les descendants de Khéops se sont inspirés de ce dirigeant fin politique et grand bâtisseur. En guise de tombeau, Khéops a édifié la grande pyramide. Et les pharaons qui lui ont succédé l'ont copié. Djedefre est le seul de sa dynastie dont on n'a jamais retrouvé la pyramide. Djedefre s'est forcément construit une pyramide. C'est le petit-fils de Snéfrou, le plus grand bâtisseur de pyramides de tous les temps. C'est le fils de Khéops qui a édifié la plus grande pyramide connue. Donc dès qu'il est monté sur le trône, il a dû penser à son propre temple de résurrection, à sa propre pyramide. Nos archéologues doivent remonter le temps pour découvrir l'histoire de ce site. Qui étaient ceux qui l'ont construit il y a 4500 ans? Quels monuments ces bâtisseurs ont-ils imaginé? On ignore encore quelle technique cet édifice a mobilisé et quel trésor il recelait. Pour le savoir, il faut tout examiner à la loupe, accomplir un travail de fourmi au milieu du désert, décrypter les traces du passé. Ces ruines sont peut-être tout ce qui reste de la plus grande merveille d'Égypte, la mythique 4e pyramide, celle du fils de Khéops. L'histoire est sur le point d'être réécrite. Pour moi, aujourd'hui encore, personne ne comprend vraiment la famille de Khéops. Des archéologues fouillent le site depuis plus de 10 ans. Si leurs hypothèses se confirment, toute notre vision de l'âge d'or égyptien sera bouleversée. Était-ce une pyramide? Et dans ce cas, pourquoi n'est-elle plus qu'un gros monticule? Si une pyramide se dressait effectivement ici, on devrait pouvoir imaginer son apparence. Toutes celles de cette période suivent en effet les mêmes principes directeurs. Pour savoir lesquels, il suffit de se rendre à Saqqara. On y trouve la plus vieille pyramide connue d'Égypte. Les suivantes lui ont toutes emprunté quelque chose. C'est en quelque sorte un prototype. Voici la pyramide à degrés. C'est ma préférée, parce que c'est la première pyramide en pierre, le modèle original. Après elle, des centaines d'autres vont fleurir dans toute l'Égypte. C'est incroyable, il n'y a qu'une cinquantaine d'années entre la construction de celle-ci et l'époque de Djedefre. Avant l'époque des pyramides, la dépouille du pharaon reposait dans un mausolée rectangulaire, le mastaba. Le bâtiment, de plein pied, était érigé au-dessus d'une chambre funéraire souterraine. La pyramide à degrés se démarque de cette structure très simple. La pyramide à degrés nous fait faire un voyage dans le temps. On voit bien à quel point la forme de ces monuments a évolué, jusqu'à devenir le tombeau standard des pharaons. Au départ, c'était un mastaba. Et puis au fil de la construction, comme dans un jeu, on en a rajouté un par-dessus, puis deux, et ainsi de suite. Et au final, on a une pyramide. Un escalier de 6 marches qui monte vers le ciel.
Les tunnels qui sillonnent le sous-sol de la pyramide à degrés ont appris beaucoup de choses aux archéologues. À ce jour, plus de 5 km de passages ont été découverts. Certains relient les chambres funéraires des épouses royales et celles de ses enfants. D'autres ont été creusés par les pilleurs de tombes. Et beaucoup d'autres corridors restent encore à découvrir. Ces passages en disent long sur la véritable fonction d'une pyramide. Ce ne sont rien d'autre que les couloirs d'un palais. Cet endroit est bien plus qu'un tombeau. C'est la demeure du pharaon dans l'au-delà. La pyramide a été conçue comme un palais. Mais le plus important, c'est la chambre funéraire, qui est l'appartement du roi. La chambre funéraire est située à l'aplomb du sommet de la pyramide. Bien qu'en partie effondré, le plafond est encore à plus de 30 mètres au-dessus de l'emplacement du sarcophage royal. Nous sommes dans la chambre funéraire la plus étonnante qu'on ait jamais construite. C'est ici que le roi Djoser, de la 3e dynastie, a été inhumé dans son sarcophage il y a 5000 ans. Cette salle est au cœur de la pyramide. Et toutes les pyramides de l'Ancien Empire, à Abu Rawash, Gizeh et Saqqara, toutes suivent ce modèle. Des tunnels, des corridors et de grandes salles. On retrouve, comme à Abu Rawash, cette salle tout en longueur découpée dans le socle de la pyramide. L'idée est exactement la même. La structure à Abu Rawash semble effectivement très similaire. Aujourd'hui, à ciel ouvert, elle ressemble à une fosse de 20 mètres de profondeur. On a là tout ce qui reste du corridor d'accès. Les pierres qui font saillie de chaque côté supportaient le granit qui habillait les parois. Pendant la construction, on accède à la chambre par de larges passages. Au fil des travaux, ils sont peu à peu rétrécis jusqu'à devenir à peine praticables à la fin du chantier. Le vrai passage était bien plus étroit que ce que nous voyons là. À peine assez large pour descendre le sarcophage. Un tel ouvrage représente un énorme travail de conception et de construction. Les parois portent clairement la trace d'outils. Elles témoignent des excavations entreprises après la condamnation de la chambre funéraire. À mes pieds, c'est un trou creusé par des pilleurs. Il était sûrement relié à l'extérieur par un tunnel dont on voit la trace sur la pierre. Le faste des funérailles égyptiennes est légendaire. Et l'appât de l'or a toujours attisé la convoitise des pilleurs de tombeaux. Ils voulaient pénétrer dans la chambre funéraire parce qu'ils l'imaginaient pleine de monceaux d'or. Ils sont passés par là. Creuser un tunnel à la main prend des semaines d'efforts. Sans compter qu'il faut avancer à l'aveugle. Les pilleurs n'ont aucun plan. Ils choisissent l'endroit qui leur paraît le meilleur et entament leur travail de sape. À Abu Rawash, on voit nettement comment les choses se sont passées. Ici, les voleurs se sont trompés. Ils ont continué à creuser vers le bas, ce qui leur a fait perdre une semaine ou deux. Ça a dû les rendre furieux. Ils ont loupé l'accès à la salle funéraire. Si l'on considère le mal que les voleurs se sont donné et la présence des tunnels d'accès pour les bâtisseurs, on tient déjà deux preuves solides qu'il s'agissait bien d'une chambre funéraire. Dans ce cas, elle devait être bien protégée, avec des systèmes qu'on peut encore voir dans la pyramide de Khéops. Dissimuler l'entrée est la première des protections. Les quatre faces paraissent identiques. Pour dénicher la minuscule entrée, il fallait retirer des centaines de blocs de pierre de plus de 2 tonnes. Jusqu'au 9e siècle de notre ère, on ne connaissait pas l'entrée principale de cette pyramide. Personne ne l'avait trouvée.
Le rêve de tout pharaon était bien sûr de créer une chambre funéraire inviolable, totalement à l'abri des pilleurs. Mais un voleur déterminé à dérober le trésor d'un roi ne se découragera pas si facilement. Ici, comme à Abu Rawash, la pierre porte les cicatrices des tentatives d'intrusion. Et ça, malgré les protections magiques gravées sur les murs. Les bâtisseurs ont donc ajouté des défenses plus tangibles. Cet accès à la chambre du roi était condamné par 3 blocs de granit. À l'époque, c'était ce que les Égyptiens avaient de plus solide. Ces blocs de granit étaient descendus dans ce sas de façon à occuper totalement l'espace. Là, il y en avait un, puis un second ici, et enfin un troisième. Ainsi, la chambre du roi était condamnée pour l'éternité. Mais toutes ces précautions n'ont pas suffi. Ça n'a pas marché. Toutes les pyramides ont été pillées. Comme sur le site de la Grande Pyramide, on trouve à Abu Rawash d'énormes blocs de granit. Sans doute servaient-ils de protection, mais les voleurs les ont tout simplement contournés. Les parois étaient en roche calcaire, beaucoup plus tendres. Ils ont longé le couloir de descente sans s'attaquer au granit, à part à un endroit où ils ont dû avoir du mal. Mais je pense qu'ils ont carrément évité le problème en creusant dessous. Tous les indices indiquent que la chambre funéraire de Djedefre se trouvait bien là et qu'elle a été pillée. Il ne subsiste rien de ce qui a pu se trouver ici. C'est vraiment la preuve que Djedefre a été inhumé ici, avec tout l'apparat du rite funéraire. Sinon, pourquoi les voleurs se seraient-ils donné tant de mal? Il paraît de plus en plus évident que ces ruines sont tout ce qui reste d'une pyramide. Et que c'est ici que se dressait la tombe d'un pharaon oublié, Djedefre. Pourtant, beaucoup de zones d'ombre subsistent. Raser un tel monument a dû nécessiter un travail absolument colossal. Si cet acte a été motivé par la vengeance, c'est sûrement parce que Djedefre avait accompli un crime abominable et qu'il était profondément haï. Il faudra découvrir lequel pour enfin élucider le mystère de la pyramide oubliée. Oui. La plupart de nos connaissances sur ces lieux remontent aux premières fouilles du site. Elles ont été réalisées au début du XXe siècle par l'archéologue français Émile Chassinat. C'est le premier à avoir posé les yeux sur une représentation de Djedefre, jusqu'alors souverain oublié de la 4e dynastie. Son père n'était autre que Khéops, le bâtisseur de la Grande Pyramide. Il est très important pour nous d'avoir une idée de ce qui s'est passé ici il y a 4500 ans. Ce roi était une énigme. On ne savait rien de lui. Ce sont les fouilles de Chassinat qui ont révélé l'existence du nom de Djedefre. Les textes anciens disent peu de choses sur lui. On sait seulement que son règne a duré 8 ans. Chassinat va découvrir plusieurs représentations du pharaon. Toutes sont brisées. Peu à peu, il y voit le signe d'un terrible secret, enfoui depuis des milliers d'années. Qu'a-t-il trouvé? Des statues saccagées, en miettes. Des statues de ses fils, 3. Des statues de Djedefre totalement détruites. Dans l'Égypte ancienne, une statue royale est une représentation vivante. L'âme du défunt réside dans cette statue. Si vous la détruisez, vous le rayez de la carte. Vous anéantissez sa vie dans l'au-delà.
Vous effacez son existence non seulement sur Terre, mais aussi dans le monde des morts, pour l'éternité. Défigurer une statue, c'est vouer la personne qu'elle représente à la damnation. Son âme ne reposera plus en paix. Ce ne sont pas des statues décoratives ou commémoratives. Elles sont là pour entretenir le culte du roi. Si vous les brisez, elles perdront leur pouvoir. Elles ne seront plus à même de nourrir l'âme du défunt. Et il mourra une seconde fois dans l'au-delà. Les premiers archéologues sont alors convaincus que la destruction des statues est un châtiment pour un crime atroce. Pour eux, quelqu'un a voulu condamner Djedefre à l'oubli éternel. Pour un contemporain de cette époque, et surtout pour les rois, avoir son nom effacé était la pire des choses. Perdre son nom, c'était perdre son âme. C'était ça, la mort. Même si le corps du défunt était détruit, l'âme survivait grâce à son nom. Chacina se penche sur l'histoire de la 4e dynastie. Il trouve une réponse qui semble corroborer les faits. Sa théorie est la suivante. À la mort de Khéops, c'est à son fils aîné, Kawab, que doit revenir le trône. Mais Kawab disparaît brusquement des archives. Chacina y voit l'ombre d'un complot. En effet, celui qui a le plus à gagner dans cette histoire est le deuxième dans l'ordre de succession, autrement dit, Djedefre. À la fin du 19e siècle et au début du 20e, les historiens avaient des idées bien arrêtées. Ils se disaient que ces pharaons avaient forcément eu des vies exceptionnelles. Et si les hiéroglyphes n'allaient pas dans leur sens, ils se permettaient de petits arrangements avec la réalité historique. Aujourd'hui, on trouverait ça impardonnable. Chacina se sert d'un élément déjà connu pour étayer sa théorie. Djedefre, sitôt son frère mort, épouse sa veuve, qui n'est autre que sa propre sœur. Émile Chacina a fait de cette histoire un véritable polar. Djedefre tue l'héritier légitime, s'empare du pouvoir et quitte Gizeh. La thèse de Chacina va peu à peu s'étoffer. Alors que la construction de sa pyramide a commencé, Djedefre est à son tour assassiné par son demi-frère. Celui-ci restaure la tradition en édifiant sa pyramide à Gizeh. Puis il poursuit sa vengeance à l'encontre de Djedefre en détruisant son nom, son image et son âme. Voilà l'histoire qu'imagine Émile Chacina. Chacina trouve les statues brisées et il se dit peut-être que Djedefre a pris le pouvoir après avoir tué Kaoub, son aîné, et qu'ensuite il est tombé sous les coups de son jeune frère Khéphren. D'un personnage un peu flou, il a fait un être infâme. Pour Chacina, l'affaire est entendue. Il se désintéresse de cette histoire et se tourne vers des sites plus prestigieux. Pendant un siècle, les ruines d'Abu Rawash resteront fermées, abandonnées de tous. Aujourd'hui, les archéologues doivent faire la part entre réalité et fiction. Beaucoup de chercheurs avaient leurs théories sur le site d'Abu Rawash et sur Djedefre. Mais heureusement, le mystère s'est peu à peu dissipé. Pourtant, certaines questions demeurent. Parmi elles, le choix même du site, à 8 km de Gizeh et du tombeau de Khéops. Les premiers historiens y ont vu une volonté de s'éloigner de sa famille. Aujourd'hui, les égyptologues ont une autre explication. Quand un nouveau souverain accède au trône, il lui appartient de choisir l'apparence de son tombeau et son emplacement. Pour un pharaon, une pyramide n'est pas une simple tombe. C'est avant tout une façon d'affirmer son pouvoir de son vivant. N'importe quel paysan qui arrivait en ville voyait de loin ces symboles de puissance. C'était impressionnant. Ils étaient visibles à des kilomètres. Djedefre doit inscrire sa grandeur dans la pierre. Il doit construire un monument aussi majestueux que ceux des pharaons qui l'ont précédé. Les pharaons se livraient à une sorte de compétition.
Chaque génération essayait de construire plus grand que la précédente. Évidemment, il arrive un moment où on ne peut plus surpasser ses ancêtres. Mais Godfrey, lui, ne s'est pas attaché à la taille de sa pyramide. Ce qu'il voulait, c'était un emplacement exceptionnel. Certains experts pensent qu'il a choisi le sommet d'une colline pour une raison toute simple. S'il a 25 ou même 30 ans quand il devient roi, et qu'il s'attend à vivre jusqu'à 35 ou 45 ans, il sait qu'il est trop vieux pour se lancer dans un chantier trop important. Le choix d'Abu Rawash aurait donc été un moyen de gagner du temps. Les 121 mètres de dénivelé offrent un avantage de taille. Il suffit de surmonter le sommet d'une pyramide. Vassil Dobrev n'a pas tout à fait la même vision des choses. Pour lui, le site a été choisi pour une toute autre raison. Nous sommes ici sur une hauteur, un endroit symboliquement proche du soleil. C'est pour cela qu'il a voulu construire ici, pour vénérer le soleil. Godfrey est le premier roi d'Égypte à se donner le titre de fils de Ra. Voilà pourquoi on peut penser que ce monument était en fait un temple dédié au soleil. Comparables aux pyramides, les temples solaires égyptiens étaient des constructions monumentales. Il est fort possible que ces ruines soient celles du premier d'entre eux. Les temples solaires se sont multipliés dans le siècle qui a suivi le règne de Djedefre. Les autres experts veulent trouver la preuve irréfutable qu'il s'agit bien du tombeau de Djedefre. Après quoi, ils pourront tenter de recréer l'une des merveilles disparues d'Égypte. Pendant des années, le site d'Abu Rawash est resté pratiquement inexploré. Mais il y a 4500 ans, c'est un chantier qui fourmille d'activité. Sous l'autorité du pharaon Djedefre, des centaines d'ouvriers halent des blocs de 2 tonnes depuis la vallée du Nil en contrebas jusqu'à cette colline, 121 mètres plus haut. Les maçons du souverain ont pour mission de construire le plus haut monument d'Égypte. Les archéologues modernes doivent à présent déterminer à quoi ressemblait cette structure et ce qui lui est arrivé. Aujourd'hui, il ne reste que des fondations au sommet d'une petite colline. Il est bien difficile de dire à quoi ressemblait le bâtiment qui se dressait ici. Ça fait des années que les archéologues tentent de le découvrir. C'est la première fois dans toute l'histoire de l'Égypte que des hommes construisent un tel complexe perché sur une hauteur. Les architectes de l'époque innovent. Le chantier va mobiliser d'énormes ressources. Il faut bien comprendre qu'une pyramide n'est pas un simple tas de pierres posées les unes sur les autres. C'est un édifice qui fait partie d'un vaste ensemble architectural, administratif et économique. Adossé à ce complexe, il y a toute une ville ouvrière dans laquelle on trouve des ateliers, des dortoirs, des greniers, des entrepôts, toutes sortes de bâtiments. Plus ils en sauront sur la logistique du chantier, plus les chercheurs comprendront la nature et l'échelle de ce qui s'est construit ici. Il y a des éléments qu'on retrouve systématiquement près des pyramides. S'il y en a ici, on pourra dire qu'une pyramide a un jour dominé ce paysage. Les images satellites indiquent la présence d'une chaussée de belle taille créée par l'homme. Il pourrait s'agir du chemin emprunté par la dépouille royale pour son dernier voyage. Mais avant cela, la route a sûrement servi à acheminer des blocs de pierre. Sur la photo satellite, on distingue très nettement un bel escarpement. C'est la pente d'un talus très raide. D'ailleurs, si on se rapproche, on se retrouve pratiquement au bord d'une falaise.
Par expérience, les anciens Égyptiens savent qu'ils ne peuvent tracter des blocs de pierre sur des pentes supérieures à 7%. Pourtant, les flancs de cette colline sont 2 fois plus raides. Ils ont contourné le problème en créant une chaussée qui gravissait la colline tout en douceur, depuis la vallée en contrebas. Les ancêtres de Djedefre accordaient une grande importance religieuse au tracé de ce type de chaussée. Selon la tradition, elle devait suivre la course du soleil, d'est en ouest. Les Égyptiens orientaient leurs pyramides selon les points cardinaux. L'ouest était très symbolique. C'est là que le soleil s'éteint. Et c'est au couchant qu'on était enterré, avant de renaître au levant. À Abu Rawash, cette chaussée court sur plus d'1,5 km. C'est de loin la plus longue de l'Égypte antique. Ce n'était pas facile à faire. La construction de cette voie d'accès est absolument sans précédent. L'obstacle qu'ils ont eu à surmonter était de taille. Cette pyramide était au sommet d'une montagne. Pour y monter les pierres, il a fallu aménager une chaussée extrêmement longue. Mais le plus frappant, c'est qu'ici, ce chemin va du nord au sud. Les premiers égyptologues y ont vu une nouvelle preuve de la rupture entre Djedefre et sa famille. Pour les chercheurs modernes, c'est plutôt le signe qu'il s'est rangé à la solution pratique proposée par ses architectes. Je sais que vous aimeriez l'orienter à l'est, mais hélas, Majesté, il faudra la placer au nord, à cause de la configuration du terrain. Ils ont utilisé le relief naturel, c'est-à-dire le plan dicté par la nature. C'est une manière de souligner que la pyramide était une montagne, un sommet pointé vers le ciel. L'image satellite montre clairement le tracé de la chaussée. Elle mène directement à une carrière toujours en exploitation 4500 ans plus tard. C'est l'une des carrières de la région. Les blocs de pierre y étaient extraits avant d'être acheminés vers le chantier, en haut de cette colline. On estime que pendant la construction de la pyramide de Djedefre, 325 000 tonnes de roches calcaires ont été tirées de cette carrière. On a extrait de cet endroit une quantité énorme de blocs de pierre, assez pour construire une pyramide. Cependant, beaucoup de blocs trouvés à Abu Rawash ne sont pas calcaires. Plusieurs sont en granit. Ils ne viennent pas de la région. Le granit égyptien provient des carrières d'Assouan, à plus de 950 km de là. Les pharaons le faisaient acheminer par le fleuve sur des barges. Le transport ne s'effectuait qu'en période de crue, quand le Nil quittait son lit et inondait les berges. Et pour réceptionner les blocs de pierre qui empruntaient cette voie, les bâtisseurs de la pyramide ont forcément dû construire un port. C'est un vrai bonheur pour les égyptologues. A priori, le port devait être ici, à 2 pas de l'entrée de la vallée où commence la chaussée. C'est un endroit qui présente un grand intérêt. On a de la chance, il n'a pas été construit. On voit bien cette partie en contrebas qui devait accueillir les installations du port et qui était sûrement reliée au Nil par un canal. Voilà un nouvel élément majeur. Pour faciliter le dépôt des blocs de granit au pied de la montagne, les architectes de l'époque ont forcément fait creuser des canaux. On a la preuve qu'à l'époque de l'Ancien Empire, il y avait un grand canal dont le tracé était parallèle au Nil. Des canaux plus petits partaient de ce canal pour rejoindre les sites de construction des pyramides. C'était la seule façon pour eux d'acheminer des pierres venues d'ailleurs. Les traces encore visibles d'un port, d'une carrière et d'une chaussée indiquent que ce chantier a mobilisé des dizaines de milliers de personnes.
Des ouvriers qu'il a fallu loger et nourrir. Les archéologues s'accordent pour dire qu'aucune pyramide n'a pu être construite ici sans infrastructure capable d'accueillir une armée de travailleurs. Il y a un mystère. Où est donc la ville ou le village des ouvriers? Pourtant, il a bien fallu loger les milliers de personnes qui travaillaient sur le chantier. Il manque des pièces au puzzle, mais elles ont forcément existé. Les études et les recherches sur le terrain ont permis de situer l'emplacement probable du village des ouvriers. C'est celui sur lequel se dresse aujourd'hui la ville d'Abu Rawash. Cela signifie que l'occupation humaine de ce site est vieille de 45 siècles. Même si les vestiges de ce village sont enfouis hors de portée des archéologues, il est possible d'imaginer à quoi il devait ressembler. Pour cela, il faut retourner au pied des pyramides de Gizeh. Ce camp hébergeait les ouvriers qui ont construit la pyramide de Khéops, le prédécesseur de Djedefre. Il s'étendait sur plus de 15 hectares. 6000 personnes y habitaient. Le village possédait des installations sanitaires et c'est ici qu'on a mis au jour la rue pavée la plus ancienne du monde. Les archives qui sont parvenues jusqu'à nous nous apprennent qu'ici vivaient des journaliers et des artisans organisés en équipe et nourris selon le labeur accompli. C'étaient des hommes jeunes, dans la force de l'âge. Ils travaillaient pour le pharaon, l'homme le plus puissant sur Terre. Leurs chefs d'équipe étaient des professionnels hors pair, le meilleur maçon, le meilleur architecte. Et on veillait sur eux, parce que pour tirer des blocs de plusieurs tonnes, il faut une excellente condition physique. Tous les indices relevés à Abu Rawash concordent. Il y a bien eu un chantier colossal sur ce site, d'une ampleur similaire à ceux mis en œuvre à Gizeh. À présent, l'équipe est pratiquement convaincue qu'il s'agit bien de la pyramide disparue de Djedefre. À quoi pouvait-elle bien ressembler? Quel trésor y était caché? Et surtout, ses dimensions lui permettaient-elles de rivaliser avec les plus grands monuments de l'époque? Peu à peu, le mystère qui entoure le site d'Abu Rawash à 8 km du plateau de Gizeh commence à se dissiper. On murmure que la structure qui se dressait ici à 121 mètres d'altitude était plus haute que la pyramide de Khéops, considérée comme le plus haut monument du monde pendant 40 siècles. Notre équipe d'experts aimerait en savoir plus sur sa construction. À première vue, le choix de cet endroit était en soi une idée ingénieuse. Au départ, il y a cette colline, avec sa forme conique. C'est à l'évidence l'endroit parfait pour construire une pyramide, parce que 40% du travail est déjà fait. Au sommet de la colline, l'affleurement rocheux offre un socle idéal pour les fondations et la structure interne de la pyramide. Ça leur a permis d'aller plus vite. Djedefre s'est dit qu'il aurait le temps de l'achever parce qu'une partie du boulot était déjà faite. Une solution pratique, mais pas sans difficulté. Les ouvriers comprennent vite que l'affleurement rocheux sur lequel ils construisent ne résistera pas au poids de la structure. La solution technique qu'ils adoptent est à l'époque ce qui se fait de mieux. Ils consolident le socle en employant des tonnes d'un mélange de gypse, de sable et d'eau. Un matériau somme toute assez proche du béton. À première vue, on dirait que ce mur a été fait par l'homme. Mais en y regardant de plus près, on réalise que c'est la roche sur laquelle la pyramide a été édifiée. Le problème, c'est qu'elle est friable. Alors pour la consolider, ils l'ont enduite de gypse. On voit encore des applications ici et là.
Cette consolidation n'est que la première étape. La deuxième, c'est l'utilisation d'une technique éprouvée. Cette méthode de construction a été inventée par les prédécesseurs de Djedefre à Saqqara. Elle a été utilisée pour la toute première pyramide d'Égypte, pratiquement un siècle auparavant. Le secret de la pyramide à degrés, et ce qui fait qu'elle a résisté à l'outrage du temps en gardant sa forme, ce sont ces blocs très particuliers. Ils sont inclinés vers le bas, vers le cœur de l'édifice. Donc même si le sol venait à bouger, la pyramide conserverait son intégrité. Elle est tenue. Une fois qu'on a compris ça, on a une bonne idée de ce qui a été fait à Abu Rawash. L'agencement des blocs avec un léger dévers renforce la stabilité de la pyramide. C'est ce qui assure sa durabilité. Pour mettre toutes les chances de leur côté, les architectes ont aussi utilisé des cales en granit pour coincer les blocs de calcaire. Voici ce qui reste d'une de ces cales. Celle-ci a été taillée, mais si on mesure la partie restante, on voit qu'elle fait 2,50 m. Avant d'être brisée, cette cale en granit devait se prolonger jusqu'à la paroi extérieure de la pyramide. Cela veut dire qu'elle était probablement 2 fois plus grande. Seul un séisme majeur aurait pu faire bouger ces cales. Le granit a l'avantage d'être dur, mais en retour, il est difficile à travailler. Cet outil moderne a une lame dentelée, et pourtant il n'entame même pas le granit. Mais il y a 4500 ans, grâce à une technique toute simple et beaucoup de travail, les architectes de Djedefre ont résolu ce problème. Je vais scier l'extrémité de ce bloc. Je commence par tracer une marque sur la pierre. Le silex, plus dur que le granit, griffe la surface. Ensuite, à l'aide d'une grosse pierre, je vais creuser un sillon sur le bloc. Sur le chantier, les ouvriers utilisent des scies en cuivre. Pour qu'elles puissent entamer le granit, on les leste à chaque extrémité. Puis, du sable est versé dans la rainure. Avec le frottement, les cristaux de quartz qu'il contient s'incrustent dans la lame et la rendent très abrasive. On répète ce va-et-vient des milliers ou des millions de fois et petit à petit, on découpe le granit. Tout ce qu'il faut, c'est du temps. 2 hommes mettent 5 jours pour découper un bloc entier. Un labeur éreintant. Le nombre de pièces de granit découpées trouvées sur le site indique
peut plus surpasser ses ancêtres. Mais Djedefre, lui, ne s'est pas attaché à la taille de sa pyramide. Ce qu'il voulait, c'était un emplacement exceptionnel. Certains experts pensent qu'il a choisi le sommet d'une colline pour une raison toute simple. S'il a 25 ou même 30 ans quand il devient roi, et qu'il s'attend à vivre jusqu'à 35 ou 45 ans, il sait qu'il est trop vieux pour se lancer dans un chantier trop important. Le choix d'Abu Rawash aurait donc été un moyen de gagner du temps. Les 121 mètres de dénivelé offrent un avantage de taille. Il suffit de surmonter le sommet d'une pyramide. Vassil Dobrev n'a pas tout à fait la même vision des choses. Pour lui, le site a été choisi pour une toute autre raison. Nous sommes ici sur une hauteur, un endroit symboliquement proche du soleil. C'est pour cela qu'il a voulu construire ici, pour vénérer le soleil. Djedefre est le premier roi d'Égypte à se donner le titre de fils de Ra. Voilà pourquoi on peut penser que ce monument était en fait un temple dédié au soleil. Comparables aux pyramides, les temples solaires égyptiens étaient des constructions monumentales. Il est fort possible que ces ruines soient celles du premier d'entre eux. Les temples solaires se sont multipliés dans le siècle qui a suivi le règne de Djedefre. Les autres experts veulent trouver la preuve irréfutable qu'il s'agit bien du tombeau de Djedefre. Après quoi, ils pourront tenter de recréer l'une des merveilles disparues d'Égypte. Pendant des années, le site d'Abu Rawash est resté pratiquement inexploré. Mais il y a 4500 ans, c'est un chantier qui fourmille d'activité. Sous l'autorité du pharaon Djedefre, des centaines d'ouvriers halent des blocs de 2 tonnes depuis la vallée du Nil en contrebas jusqu'à cette colline, 121 mètres plus haut. Les maçons du souverain ont pour mission de construire le plus haut monument d'Égypte. Les archéologues modernes doivent à présent déterminer à quoi ressemblait cette structure et ce qui lui est arrivé. Aujourd'hui, il ne reste que des fondations au sommet d'une petite colline. Il est bien difficile de dire à quoi ressemblait le bâtiment qui se dressait ici. Ça fait des années que les archéologues tentent de le découvrir. L'ouvrière, dans laquelle on trouve des ateliers, des dortoirs, des greniers, des entrepôts, toutes sortes de bâtiments. Plus ils en sauront sur la logistique du chantier, plus les chercheurs comprendront la nature et l'échelle de ce qui s'est construit ici. Il y a des éléments qu'on retrouve systématiquement près des pyramides. S'il y en a ici, on pourra dire qu'une pyramide a un jour dominé ce paysage. Les images satellites indiquent la présence d'une chaussée de belle taille créée par l'homme. Il pourrait s'agir du chemin emprunté par la dépouille royale pour son dernier voyage. Mais avant cela, la route a sûrement servi à acheminer des blocs de pierre. Sur la photo satellite, on distingue très nettement un bel escarpement. C'est la pente d'un talus très raide. D'ailleurs, si on se rapproche, on se retrouve pratiquement au bord d'une falaise. Par expérience, les anciens Égyptiens savent qu'ils ne peuvent tracter des blocs de pierre sur des pentes supérieures à 7%. Pourtant, les flancs de cette colline sont 2 fois plus raides. Ils ont contourné le problème en créant une chaussée qui gravissait la colline tout en douceur, depuis la vallée en contrebas. Les ancêtres de Djedefre accordaient une grande importance religieuse au tracé de ce type de chaussée. Selon la tradition, elle devait suivre la course du soleil, d'est en ouest. Les Égyptiens orientaient leurs pyramides selon les points cardinaux. L'ouest était très symbolique. C'est là que le soleil s'éteint.
Et c'est au couchant qu'on était enterré, avant de renaître au levant. À Abu Rawash, cette chaussée court sur plus d'1,5 kilomètre. C'est de loin la plus longue de l'Égypte antique. Ce n'était pas facile à faire. La construction de cette voie d'accès est absolument sans précédent. L'obstacle qu'ils ont eu à surmonter était de taille. Cette pyramide était au sommet d'une montagne. Pour y monter les pierres, il a fallu aménager une chaussée extrêmement longue. Mais le plus frappant, c'est qu'ici, ce chemin va du nord au sud. Les premiers égyptologues y ont vu une nouvelle preuve de la rupture entre Djedefre et sa famille. Pour les chercheurs modernes, c'est plutôt le signe qu'il s'est rangé à la solution pratique proposée par ses architectes. La pyramide n'a pu être construite ici sans infrastructure capable d'accueillir une armée de travailleurs. Il y a un mystère. Où est donc la ville ou le village des ouvriers? Pourtant, il a bien fallu loger les milliers de personnes qui travaillaient sur le chantier. Il manque des pièces au puzzle, mais elles ont forcément existé. Les études et les recherches sur le terrain ont permis de situer l'emplacement probable du village des ouvriers. C'est celui sur lequel se dresse aujourd'hui la ville d'Abu Rawash. Cela signifie que l'occupation humaine de ce site est vieille de 45 siècles. Même si les vestiges de ce village sont enfouis hors de portée des archéologues, il est possible d'imaginer à quoi il devait ressembler. Pour cela, il faut retourner au pied des pyramides de Gizeh. Ce camp hébergeait les ouvriers qui ont construit la pyramide de Khéops, le prédécesseur de Djedefre. Il s'étendait sur plus de 15 hectares. 6000 personnes y habitaient. Le village possédait des installations sanitaires et c'est ici qu'on a mis au jour la rue pavée la plus ancienne du monde. Les archives qui sont parvenues jusqu'à nous nous apprennent qu'ici vivaient des journaliers et des artisans organisés en équipe et nourris selon le labeur accompli. C'étaient des hommes jeunes, dans la force de l'âge. Ils travaillaient pour le pharaon, l'homme le plus puissant sur Terre. Leurs chefs d'équipe étaient des professionnels hors pair, le meilleur maçon, le meilleur architecte. Et on veillait sur eux, parce que pour tirer des blocs de plusieurs tonnes, il faut une excellente condition physique. Tous les indices relevés à Abu Rawash concordent. Il y a bien eu un chantier colossal sur ce site, d'une ampleur similaire à ceux mis en œuvre à Gizeh. À présent, l'équipe est pratiquement convaincue qu'il s'agit bien de la pyramide disparue de Djedefre. À quoi pouvait-elle bien ressembler? Quel trésor y était caché? Et surtout, ses dimensions lui permettaient-elles de rivaliser avec les plus grands monuments de l'époque? Peu à peu, le mystère qui entoure le site d'Abu Rawash à 8 km du plateau de Gizeh commence à se dissiper. On murmure que la structure qui se dressait ici à 121 mètres d'altitude, armée des techniques du XXIe siècle, ils vont remonter le temps sur plus de 4 millénaires pour retrouver la pyramide oubliée. L'Antiquité a doté l'Égypte d'un patrimoine incomparable. Sur le plateau de Gizeh, 3 pyramides en témoignent. Toutes ont été construites par des pharaons d'une même famille. Le père, le fils et le petit-fils. Khéops, Khéphren et Mykérinos, tous représentants de la 4e dynastie, une lignée sans pareille. Pendant 150 ans, elle va être la famille la plus puissante de l'histoire. La 4e dynastie représente la gloire de l'Égypte antique. Pour moi, c'est vraiment un âge d'or.
25 siècles avant Jésus-Christ, la civilisation égyptienne est la plus avancée de son temps. Et la pyramide est le symbole ultime de la puissance du pharaon. C'est son tombeau, son monument. C'est un pont entre lui et la vie éternelle. La construction des pyramides exige tant de précision et de maîtrise qu'aujourd'hui encore nous avons du mal à comprendre leur conception. C'est seulement quand on est près des énormes blocs qui ont servi à construire ces pyramides que l'on comprend l'ampleur de ce qu'ils ont accompli. Rien que pour la pyramide de Khéops, il a fallu 2 300 000 blocs de pierre. Chacun pesait dans les 2 tonnes. C'est pour ça que depuis 4500 ans, on considère les pyramides comme l'une des plus belles réalisations de l'homme. Chaque année, plus de 9 millions de touristes se pressent pour admirer ces 3 pyramides. Pourtant, à seulement 8 km de là, le site d'Abu Rawash est le théâtre de fouilles qui pourrait bien mettre au jour une 4e pyramide, oubliée de tous. Peu de gens viennent ici. En Égypte, il y a des endroits que personne ne connaît. Les visiteurs ne veulent voir qu'une seule chose, la pyramide de Khéops. Les archéologues s'interrogent. Ils pensent que le monument qui se dressait ici date de la même période que la pyramide de Khéops. Il était peut-être même plus haut et plus imposant que sa voisine. Il pourrait s'agir du chef-d'œuvre absolu de l'âge d'or égyptien. Dès qu'on dit pyramide, Le granit qui habillait les parois. Pendant la construction, on accède à la chambre par de larges passages. Au fil des travaux, ils sont peu à peu rétrécis jusqu'à devenir à peine praticables à la fin du chantier. Le vrai passage était bien plus étroit que ce que nous voyons là. À peine assez large pour descendre le sarcophage. Un tel ouvrage représente un énorme travail de conception et de construction. Les parois portent clairement la trace d'outils. Elles témoignent des excavations entreprises après la condamnation de la chambre funéraire. À mes pieds, c'est un trou creusé par des pilleurs. Il était sûrement relié à l'extérieur par un tunnel dont on voit la trace sur la pierre. Le faste des funérailles égyptiennes est légendaire. Et l'appât de l'or a toujours attisé la convoitise des pilleurs de tombeaux. Ils voulaient pénétrer dans la chambre funéraire parce qu'ils l'imaginaient pleine de monceaux d'or. Ils sont passés par là. Creuser un tunnel à la main prend des semaines d'efforts. Sans compter qu'il faut avancer à l'aveugle. Les pilleurs n'ont aucun plan. Ils choisissent l'endroit qui leur paraît le meilleur et entament leur travail de sape. À Abu Rawash, on voit nettement comment les choses se sont passées. Ici, les voleurs se sont trompés. Ils ont continué à creuser vers le bas, ce qui leur a fait perdre 1 semaine ou 2. Ça a dû les rendre furieux. Ils ont loupé l'accès à la salle funéraire. Si l'on considère le mal que les voleurs se sont donné et la présence des tunnels d'accès pour les bâtisseurs, on tient déjà 2 preuves solides qu'il s'agissait bien d'une chambre funéraire. Dans ce cas, elle devait être bien protégée, avec des systèmes qu'on peut encore voir dans la pyramide de Khéops. Dissimuler l'entrée est la première des protections. Les 4 faces paraissent identiques. Pour dénicher la minuscule entrée, il fallait retirer des centaines de blocs de pierre de plus de 2 tonnes. Jusqu'au 9e siècle de notre ère, on ne connaissait pas l'entrée principale de cette pyramide. Personne ne l'avait trouvée. Le rêve de tout pharaon était bien sûr de créer une chambre funéraire inviolable, totalement à l'abri des pilleurs.
Mais un voleur déterminé à dérober le trésor d'un roi ne se Pièces au puzzle. Mais elles ont forcément existé. Les études et les recherches sur le terrain ont permis de situer l'emplacement probable du village des ouvriers. C'est celui sur lequel se dresse aujourd'hui la ville d'Abouraouache. Cela signifie que l'occupation humaine de ce site est vieille de 45 siècles. Même si les vestiges de ce village sont enfouis hors de portée des archéologues, il est possible d'imaginer à quoi il devait ressembler. Pour cela, il faut retourner au pied des pyramides de Gizeh. Ce camp hébergeait les ouvriers qui ont construit la pyramide de Khéops, le prédécesseur de Djedefre. Il s'étendait sur plus de 15 hectares. 6000 personnes y habitaient. Le village possédait des installations sanitaires et c'est ici qu'on a mis au jour la rue pavée la plus ancienne du monde. Les archives qui sont parvenues jusqu'à nous nous apprennent qu'ici vivaient des journaliers et des artisans organisés en équipe et nourris selon le labeur accompli. C'étaient des hommes jeunes, dans la force de l'âge. Ils travaillaient pour le pharaon, l'homme le plus puissant sur Terre. Leurs chefs d'équipe étaient des professionnels hors pair, le meilleur maçon, le meilleur architecte. Et on veillait sur eux, parce que pour tirer des blocs de plusieurs tonnes, il faut une excellente condition physique. Tous les indices relevés à Abouraouache concordent. Il y a bien eu un chantier colossal sur ce site, d'une ampleur similaire à ceux mis en œuvre à Gizeh. À présent, l'équipe est pratiquement convaincue qu'il s'agit bien de la pyramide disparue de Djedefre. À quoi pouvait-elle bien ressembler? Quel trésor y était caché? Et surtout, ses dimensions lui permettaient-elles de rivaliser avec les plus grands monuments de l'époque? Peu à peu, le mystère qui entoure le site d'Abouraouache à 8 km du plateau de Gizeh commence à se dissiper. On murmure que la structure qui se dressait ici à 121 mètres d'altitude était plus haute que la pyramide de Khéops, considérée comme le plus haut monument du monde pendant 40 siècles. Notre équipe d'experts aimerait en savoir plus sur sa construction. À première vue, le choix de cet endroit était en soi une idée ingénieuse. Au départ, Prendrons la nature et l'échelle de ce qui s'est construit ici. il y a des éléments qu'on retrouve systématiquement près des pyramides. S'il y en a ici, on pourra dire qu'une pyramide a un jour dominé ce paysage. Les images satellites indiquent la présence d'une chaussée de belle taille créée par l'homme. Il pourrait s'agir du chemin emprunté par la dépouille royale pour son dernier voyage. Mais avant cela, la route a sûrement servi à acheminer des blocs de pierre. Sur la photo satellite, on distingue très nettement un bel escarpement. C'est la pente d'un talus très raide. D'ailleurs, si on se rapproche, on se retrouve pratiquement au bord d'une falaise. Par expérience, les anciens Égyptiens savent qu'ils ne peuvent tracter des blocs de pierre sur des pentes supérieures à 7%. Pourtant, les flancs de cette colline sont 2 fois plus raides. Ils ont contourné le problème en créant une chaussée qui gravissait la colline tout en douceur, depuis la vallée en contrebas. Les ancêtres de Djedefre accordaient une grande importance religieuse au tracé de ce type de chaussée. Selon la tradition, elle devait suivre la course du soleil, d'est en ouest. Les Égyptiens orientaient leurs pyramides selon les points cardinaux. L'ouest était très symbolique. C'est là que le soleil s'éteint. Et c'est au couchant qu'on était enterré, avant de renaître au levant. À Abouraouache, cette chaussée court sur plus d'1,5 km.
c'est de loin la plus longue de l'Égypte antique. Ce n'était pas facile à faire. La construction de cette voie d'accès est absolument sans précédent. L'obstacle qu'ils ont eu à surmonter était de taille. Cette pyramide était au sommet d'une montagne. Pour y monter les pierres, il a fallu aménager une chaussée extrêmement longue. Mais le plus frappant, c'est qu'ici, ce chemin va du nord au sud. Les premiers égyptologues y ont vu une nouvelle preuve de la rupture entre Djedefre et sa famille. Pour les chercheurs modernes, c'est plutôt le signe qu'il s'est rangé à la solution pratique proposée par ses architectes. Je sais que vous aimeriez l'orienter à l'est, mais hélas, Majesté, il faudra la placer au nord, à cause de la configuration du terrain. Ils ont utilisé le relief naturel, c'est-à-dire le plan dicté par la nature. Ainsi, la chambre du roi était condamnée pour l'éternité. Mais toutes ces précautions n'ont pas suffi. Ça n'a pas marché. Toutes les pyramides ont été pillées. Comme sur le site de la Grande Pyramide, on trouve à Abu Rawash d'énormes blocs de granit. Sans doute servaient-ils de protection, mais les voleurs les ont tout simplement contournés. Les parois étaient en roche calcaire, beaucoup plus tendres. Ils ont longé le couloir de descente sans s'attaquer au granit, à part à un endroit où ils ont dû avoir du mal. Mais je pense qu'ils ont carrément évité le problème en creusant dessous. Tous les indices indiquent que la chambre funéraire de Djedefre se trouvait bien là et qu'elle a été pillée. Il ne subsiste rien de ce qui a pu se trouver ici. C'est vraiment la preuve que Djedefre a été inhumé ici, avec tout l'apparat du rite funéraire. Et sinon, pourquoi les voleurs se seraient-ils donné tant de mal? Il paraît de plus en plus évident que ces ruines sont tout ce qui reste d'une pyramide. Et que c'est ici que se dressait la tombe d'un pharaon oublié, Djedefre. Pourtant, beaucoup de zones d'ombre subsistent. Raser un tel monument a dû nécessiter un travail absolument colossal. Si cet acte a été motivé par la vengeance, c'est sûrement parce que Djedefre avait accompli un crime abominable et qu'il était profondément haï. Il faudra découvrir lequel pour enfin élucider le mystère de la pyramide oubliée. Oui. La plupart de nos connaissances sur ces lieux remontent aux premières fouilles du site. Elles ont été réalisées au début du XXe siècle par l'archéologue français Émile Chassinat. C'est le premier à avoir posé les yeux sur une représentation de Djedefre, jusqu'alors souverain oublié de la 4e dynastie. Son père n'était autre que Khéops, le bâtisseur de la Grande Pyramide. Il est très important pour nous d'avoir une idée de ce qui s'est passé ici il y a 4500 ans. Ce roi était une énigme. On ne savait rien de lui. Ce sont les fouilles de Chassinat qui ont révélé l'existence du nom de Djedefre. Les textes anciens disent peu de choses sur lui. On sait seulement que son règne a duré. L'Antiquité a doté l'Égypte d'un patrimoine incomparable. Sur le plateau de Gizeh, 3 pyramides en témoignent. Toutes ont été construites par des pharaons d'une même famille. Le père, le fils et le petit-fils. Khéops, Képhren et Mykérinos, tous représentants de la 4e dynastie, une lignée sans pareille. Pendant 150 ans, elle va être la famille la plus puissante de l'histoire. La 4e dynastie représente la gloire de l'Égypte antique. Pour moi, c'est vraiment un âge d'or.
25 siècles avant Jésus-Christ, la civilisation égyptienne est la plus avancée de son temps. Et la pyramide est le symbole ultime de la puissance du pharaon. C'est son tombeau, son monument. C'est un pont entre lui et la vie éternelle. La construction des pyramides exige tant de précision et de maîtrise qu'aujourd'hui encore nous avons du mal à comprendre leur conception. C'est seulement quand on est près des énormes blocs qui ont servi à construire ces pyramides que l'on comprend l'ampleur de ce qu'ils ont accompli. Rien que pour la pyramide de Khéops, il a fallu 2 300 000 blocs de pierre. Chacun pesait dans les 2 tonnes. C'est pour ça que depuis 4500 ans, on considère les pyramides comme l'une des plus belles réalisations de l'homme. Chaque année, plus de 9 millions de touristes se pressent pour admirer ces 3 pyramides. Pourtant, à seulement 8 km de là, le site d'Abu Rawash est le théâtre de fouilles qui pourrait bien mettre au jour une 4e pyramide, oubliée de tous. Peu de gens viennent ici. En Égypte, il y a des endroits que personne ne connaît. Les visiteurs ne veulent voir qu'une seule chose, la pyramide de Khéops. Les archéologues s'interrogent. Ils pensent que le monument qui se dressait ici date de la même période que la pyramide de Khéops. Il était peut-être même plus haut et plus imposant que sa voisine. Il pourrait s'agir du chef-d'œuvre absolu de l'âge d'or égyptien. Dès qu'on dit pyramide, on pense à la 4e dynastie. Parce que les plus beaux exemples de pyramides, les plus grandes, les plus solides, celles qui ont survécu à l'épreuve autre que sa propre sœur. Émile Chassina a fait de cette histoire un véritable polar. Djedefre tue l'héritier légitime, s'empare du pouvoir et quitte Gizeh. La thèse de Chassina va peu à peu s'étoffer. Alors que la construction de sa pyramide a commencé, Djedefre est à son tour assassiné par son demi-frère. Celui-ci restaure la tradition en édifiant sa pyramide à Gizeh. Puis il poursuit sa vengeance à l'encontre de Djedefre en détruisant son nom, son image et son âme. Voilà l'histoire qu'imagine Émile Chassina. Chassina trouve les statues brisées et il se dit peut-être que Djedefre a pris le pouvoir après avoir tué Kaoub, son aîné, et qu'ensuite il est tombé sous les coups de son jeune frère Kefren. D'un personnage un peu flou, il a fait un être infâme. Pour Chassina, l'affaire est entendue. Il se désintéresse de cette histoire et se tourne vers des sites plus prestigieux. Pendant un siècle, les ruines d'Abu Rawash resteront fermées, abandonnées de tous. Aujourd'hui, les archéologues doivent faire la part entre réalité et fiction. Beaucoup de chercheurs avaient leurs théories sur le site d'Abu Rawash et sur Djedefre. Mais heureusement, le mystère s'est peu à peu dissipé. Pourtant, certaines questions demeurent. Parmi elles, le choix même du site, à 8 km de Gizeh et du tombeau de Khéops. Les premiers historiens y ont vu une volonté de s'éloigner de sa famille. Aujourd'hui, les égyptologues ont une autre explication. Quand un nouveau souverain accède au trône, il lui appartient de choisir l'apparence de son tombeau et son emplacement. Pour un pharaon, une pyramide n'est pas une simple tombe. C'est avant tout une façon d'affirmer son pouvoir de son vivant. N'importe quel paysan qui arrivait en ville voyait de loin ces symboles de puissance. C'était impressionnant. Ils étaient visibles à des kilomètres. Djedefre doit inscrire sa grandeur dans la pierre. Il doit construire un monument aussi majestueux que ceux des pharaons qui l'ont précédé. Les pharaons se livraient à une sorte de compétition.
Chaque génération essayait de construire plus grand que la précédente. Évidemment, il arrive un moment où on ne peut plus surpasser ses ancêtres. Mais Godfrey, lui, ne s'est pas attaché à la taille de sa pyramide. Les suivantes lui ont toutes emprunté quelque chose. C'est en quelque sorte un prototype. Voici la pyramide à degrés. C'est ma préférée, parce que c'est la première pyramide en pierre, le modèle original. Après elle, des centaines d'autres vont fleurir dans toute l'Égypte. C'est incroyable, il n'y a qu'une cinquantaine d'années entre la construction de celle-ci et l'époque de Godfrey. Avant l'époque des pyramides, la dépouille du pharaon reposait dans un mausolée rectangulaire, le mastaba. Le bâtiment, de plein pied, était érigé au-dessus d'une chambre funéraire souterraine. La pyramide à degrés se démarque de cette structure très simple. La pyramide à degrés nous fait faire un voyage dans le temps. On voit bien à quel point la forme de ces monuments a évolué, jusqu'à devenir le tombeau standard des pharaons. Au départ, c'était un mastaba, et puis au fil de la construction, comme dans un jeu, on en a rajouté un par-dessus, puis deux, et ainsi de suite. Et au final, on a une pyramide. Un escalier de 6 marches qui monte vers le ciel. Les tunnels qui sillonnent le sous-sol de la pyramide à degrés ont appris beaucoup de choses aux archéologues. À ce jour, plus de 5 km de passages ont été découverts. Certains relient les chambres funéraires des épouses royales et celles de ses enfants. D'autres ont été creusés par les pilleurs de tombes. Et beaucoup d'autres corridors restent encore à découvrir. Ces passages en disent long sur la véritable fonction d'une pyramide. Ce ne sont rien d'autre que les couloirs d'un palais. Cet endroit est bien plus qu'un tombeau. C'est la demeure du pharaon dans l'au-delà. La pyramide a été conçue comme un palais. Mais le plus important, c'est la chambre funéraire, qui est l'appartement du roi. La chambre funéraire est située à l'aplomb du sommet de la pyramide. Bien qu'en partie effondré, le plafond est encore à plus de 30 mètres au-dessus de l'emplacement du sarcophage royal. Nous sommes dans la chambre funéraire la plus étonnante qu'on ait jamais construite. C'est ici que le roi Djoser, de la 3e dynastie, a été inhumé dans son sarcophage il y a 5000 ans. Cette salle est au cœur de la pyramide. Et toutes les pyramides de l'Ancien Empire, à Abu Rawash, Gizeh et Saqqara, toutes suivent ce modèle. Des tunnels, des corridors et de grandes salles.